Oui, disparition d'Émile, 2 ans et demi. Ce petit garçon, il est adorable d'ailleurs, cette bouille, vêtue de son t-shirt jaune et d'un short blanc. Les recherches, évidemment, ont été élargies, j'ai vu, le périmètre a été étendu. Ouais, ouais. Et le périmètre a été étendu. Ils ont également intensifié l'organisation des recherches, que ce soit au niveau des équipes cinéphiles, que ce soit des équipes de bénévoles, également des hélicoptères qui sont intervenus. L'hélicoptère est intervenu ce matin, Oui. Et des drones. Voilà, tout est le maximum est fait pour que d'ici ce soir on puisse retrouver. Oui, parce que plus le temps passe et plus l'inquiétude grandit, évidemment. Hein. Y compris pour la santé d'Émile, qui a été appelée 2 nuits dehors. Oui, 2 nuits dehors. Émotion, évidemment, Bien mais sûr. solidarité aussi incroyable. Hein. Énorme. Oui. Ça, c'est que ce soit au niveau du village, bon, ça va de soi, mais les villages voisins, et pratiquement l'ensemble du département, même au-delà, des gens qui se proposent pour participer aux recherches. Hier, ils étaient une centaine, et aujourd'hui, ils sont pratiquement 200, et ils sont encadrés par la gendarmerie et par les sapeurs-pompiers. Et ils font un travail formidable, et comme bénévoles, ils sont tous touchés. On est touchés par cette situation. Moi, je pense à ce petit Émile, quoi. C'est un de mes administrés comme les autres, et bon, je suis grand-père, comme beaucoup de vos auditeurs le sont, et les gens comprendront que les grands-parents aussi, l'angoisse que ça représente pour les grands-parents d'Émile. Bon, là, on est passé de l'inquiétude, maintenant on est dans l'angoisse. Bien sûr. On est angoissé et l'incompréhension. Bien sûr. Les grands-parents qui sont installés depuis longtemps dans le... Non, ce sont des résidents secondaires. C'est des personnes qui, une quinzaine d'années, ont acheté une maison dans le village, et ils viennent pour passer leurs vacances, que ce soit l'été ou que ce soit l'hiver, pour le ski. Bah, bien sûr. C'est une famille de marcheurs. Une famille de marcheurs, oui. Oui, le grand-père me dit, mais Émile, il sait marcher. Il a 2 ans et demi, mais il est dégourdi, comme on dit. Il est dégourdi. Oui, c'est un dégourdi. 2 ans et demi, quoi. 2 ans et demi, oui, c'est petit. Et certainement qu'un petit gamin décidé, mais où est-ce qu'il est allé Qu'est-ce qui s'est passé On ne sait pas. Non, on ne sait pas. Le Vernet, c'est une commune et une région calme dans les Alpes de Haute-Provence, François Balic. Très calme. Très calme. Oui. C'est bon. Heureusement, de temps en temps, il y a eu des événements que vous connaissez. Oui. Puisque, on le sait tous les deux. Oui. Mais sinon, c'est une commune vraiment très calme. Il n'y a pas de raison c'est sûr que le procureur a indiqué hier qu'il travaille sur toutes les hypothèses, quand même. Toutes les hypothèses sont actuellement... Oui. L'hypothèse d'un enlèvement n'est pas écartée, hein, disons-le clairement. Hein. Non, elle n'est pas non plus écartée. Si ça pouvait faire que Émile soit vivant, ce serait, je veux dire, une moindre mal. Encore pas de le retrouver, mais bon. Mais c'est probable. Oui. On est tellement à l'écart de tout. En plus, le village du Haut-Vernay est à l'écart, vraiment à l'écart des grandes routes, à l'écart de... oui, complètement, encore plus que le bas du village. Oui. Il faut grimper 2 kilomètres de route sinueuse, et on est sur un petit piton. Et donc, ensuite, il n'y a rien, quoi. C'est comme ça arrive souvent dans les villages situés sur les pitons, ça va en impasse, quoi. Il n'y a pas de... Les gens ne circulent pas. Le seul qui circule, parce qu'on a la Routeau, qui est le JR 69, les gens qui passent avec leur sac à dos à pied. Donc, on ne peut pas imaginer que les marcheurs, qui en général sont des gens qui sont bien trempés, qui ont la tête bien faite, puissent avoir commis un acte pareil. C'est pas imaginable. Oui. Merci François Balic. Voilà, c'est moi qui... Merci, en espérant, tous les deux et tous ceux et celles qui nous écoutent, une issue heureuse. Oui, vraiment, il faut espérer. Voilà. Il faut espérer. Merci beaucoup François Balic, et merci d'avoir été avec nous pour nous donner les dernières nouvelles. Et je crois que le procureur de la République va tenir une nouvelle conférence de presse en fin d'après-midi. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h16, les mortiers d'artifice. Alors avec nous, Bernard Déhomme, qui est président du syndicat de la pyrotechnie de spectacle et de divertissement. Bonjour Bernard Déhomme. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Elisabeth Borne a par décret interdit la vente, le port, le transport et l'utilisation de ces mortiers pendant le week-end du 14 juillet. Bernard Déhomme, ce qu'on va faire ensemble, nous allons écouter Nicolas,
qui est directeur d'un magasin pyrotechnique dans l'Hérault. Bonjour Nicolas. Bonjour Jacques. Bonjour, merci vraiment merci Nicolas d'être avec nous. À vous. Alors vous dites que le décret n'a aucun sens, pourquoi ? Alors, en fait, on parle de mortiers d'artifice, mais ce ne sont pas réellement des mortiers, parce qu'un mortier, c'est un tube cylindrique dans lequel on vient loger une bombe. Oui. Ce sont des produits qui sont déjà réglementés depuis à minima 2017, puisqu'il faut être titulaire d'un certificat de capacité, donc être artificier. Oui. Et c'était déjà réglementé même avant 2017, où il fallait avoir une autorisation de la préfecture pour détenir, acquérir et utiliser ces produits-là. Donc le terme est impropre. Le terme est impropre, on n'est pas sur les mortiers. En outre, le décret qui est sorti ne précise pas les mortiers, mais précise toute la pyrotechnie de divertissement. D'accord. C'est-à-dire que moi, particulier, pendant le week-end du 14 juillet, je ne pourrais pas tirer, par exemple, un feu d'artifice dans mon jardin. C'est ce que prévoit effectivement le décret. Voilà, c'est ce que prévoit le décret. Bon. Vous comprenez cela ou pas, Nicolas, au vu de ce qui s'est passé ? Alors, je ne le comprends pas dans le sens où déjà les produits, que ce soit les mortiers, terme abusif, ou ce qui est utilisé, qui sont des chandelles à gros calibre, sont des produits qui sont réglementés au niveau de la vente. C'est-à-dire que nous, depuis décembre 2021, on a l'obligation de tenir un registre sur papier ou sur informatique, dans lequel on doit noter l'identité de l'acquéreur de ces produits-là. Donc relevé sur une pièce d'identité, que ce soit permis, carte d'identité, passeport, carte de séjour, carte de résident. On doit tenir un registre dans lequel on note toutes ces informations-là, ce qui fait qu'il y a une traçabilité complète. Ça, c'est depuis décembre 2021. Donc interdire la pyrotechnie de divertissement pour ces motifs-là, j'ai du mal à comprendre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Oui, vous avez du mal à comprendre. Bernard Déhomme, vous aussi ? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Nicolas. Par contre, je vais plus loin. Parce que ces artifices qui sont en vente libre, effectivement, mais c'est pas en acquisition libre pour les commerçants. Oui, mais alors je voudrais qu'on précise des choses tous les deux. Quels sont les objets, comment dire, quels sont les artifices pyrotechniques. Oui, les objets pyrotechniques qui ont été utilisés lors des émeutes. Bernard Déhomme. En général, d'après ce que j'ai pu voir sur la télé, c'est de l'artifice en vente libre. C'est des petits artifices classés F1, F2, F3. Oui. Maintenant, il peut y avoir du F4 aussi qui se balade. C'est quoi le F4 ? C'est quoi le F4 ? Alors, le F4, c'est pour les professionnels. C'est pour les professionnels, oui. Pour les gens qui ont le diplôme, quoi. Oui, d'accord. Nicolas, vous les avez identifiés, ces objets pyrotechniques ? On voit beaucoup de chandelles à gros calibre qui sont des tubes cylindriques dans lesquels il y a des sortes de bombettes qui sont logées. Ce sont des produits qui sont effectivement en vente libre, mais comme je le disais tout à l'heure, qui sont soumis à un registre. C'est-à-dire que chaque revendeur de ce type de produit-là doit noter l'identité de l'acquéreur. C'est-à-dire que vous devez noter l'identité de l'acquéreur si on vient vous en acheter. Tout à fait. Alors, sachant que nous, on a pris le parti, depuis 24 ans qu'on existe, de ne pas commercialiser ce genre de produits, parce qu'on sait qu'elles sont généralement utilisées à très mauvais escient. Donc nous, on reste sur de l'artifice de divertissement, on va dire sur du compact, des automatiques, qui sont des produits utilisés par les particuliers pour un événement, un anniversaire, un mariage, des choses comme ça, qui sont vraiment pour faire un joli spectacle pyrotechnique. Mais ce type de produit-là, ce type de chandelles à gros calibre, nous, on se refuse de les commercialiser pour ces problèmes-là. On les trouve sur Internet, Bernard Déhomme ? Oui, bien sûr. On trouve autant qu'on en veut sur Internet. Oui, et dans d'autres pays d'Europe ? Alors, ça, c'est le serpent de mer des Français qui sont toujours en train de mettre ça sur le dos des étrangers. Forcément, les artifices viennent de l'étranger parce qu'il n'y a pas de fabricant en France. Par contre, il faut des réseaux, des relais en France et arrêtons de parler des étrangers, parlons plutôt des Français, quoi. Ah oui.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a des revendeurs en France, en sous-main, quoi, si j'ai bien compris, hein, si je vous comprends bien. Moi, je compare ça un peu au trafic de drogue. Il y a un réseau clandestin, ou plus ou moins dissimulé, qui distribue des artifices aux candidats acheteurs. Mais il y a quand même au-dessus tout le réseau commercial des marchands d'artifices, du plus gros, l'importateur, jusqu'au plus petit, le petit revendeur de la ZUP. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir pour vérifier comment ils vendent. Parce que quand j'entends dire on a un registre, on doit le remplir. Ok, déjà c'est pas obligatoire, c'est à l'appréciation du commerçant qui dit celui-là il a pas l'air, il a l'air louche, ou bien il en achète rudement beaucoup, donc je vais l'enregistrer. Si quelqu'un vient et dit je veux une chandelle romaine, eh ben c'est pas louche, on lui vend et puis c'est pas enregistré. Donc c'est trop vague comme système. Alors, Nicolas. Je me permets d'intervenir. C'est l'enregistrement dans le registre est obligatoire à partir du moment où on vend ce type de produit-là. Après, certains revendeurs effectivement ne le font pas. Mais parce que maintenant tout le monde est informatisé, tout le monde sait ce qu'on vend, à moins que ce ne soit pas noté dans le système de facturation. Oui. Mais on sait ce qu'on vend. Si on a un contrôle, on doit être en mesure de prouver que la vente de tel produit réglementé a bien été enregistré dans le registre. Alors, Nicolas, les objets pyrotechniques là, dont on parle, qui ont été utilisés, parfois des objets que vous ne pouvez pas vendre sans contrôle, ces objets sont dangereux, Nicolas? Alors, ils sont dangereux, ça reste de la poudre, ça reste un produit pyrotechnique, mal employé, effectivement, comme on le voit, c'est dangereux. Quand il est vendu avec le conseil, qu'il est manipulé avec précaution, suivant la notice et suivant les conseils qui sont donnés par le revendeur, non, il n'y a pas de danger. Bernard Déhomme, il n'y a pas de danger? Non, c'est dangereux parce que ça brûle. Mais comme si on prend ces engins, ces engins le plus haut de gamme, si je puis dire, les fameux F4 dont vous parliez, Bernard Déhomme, si on le prend en pleine figure, ça peut être très dangereux, quand même. Bien sûr, mais la règle, c'est de tirer ça verticalement. On n'a pas le droit de tirer ça en tir tendu. Hein. J'ai compris, oui. Sauf que c'est parfois utilisé dans les émeutes en tir tendu. Eh oui. Hein, Nicolas? Oui, bien sûr, mais quand vous avez des camions qui passent sur la foule, c'est pareil, le camion à la base n'a pas été étudié pour foncer dans les gens. Donc interdire un produit parce qu'il serait dangereux, à ce moment-là, il va falloir interdire beaucoup de choses, je pense. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. C'est comme le platane au bord de la route. Exactement. C'est pas lui qui tue. Hein? Exactement. C'est celui qui conduit. On est d'accord, Nicolas. On est d'accord. Donc c'est celui qui utilise ces fameux produits. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend le produit dangereux, oui, tout à fait. Oui, sauf qu'on peut trouver ce produit partout. Alors quelle solution? Multiplier les contrôles? Vous avez vu les saisies récentes? Les saisies ont été faites sur du matériel qui a été importé illégalement. Nous, en tant que revendeurs, on a des traçabilités, on a des factures de nos fournisseurs. Tout est très simple. Hein. Vous faites un contrôle chez un revendeur, vous avez toutes les factures, vous avez les factures d'achat, les factures de vente, le registre. Oui, bien sûr. La traçabilité chez nous est très facile. La traçabilité chez des revendeurs à la sauvette est beaucoup plus compliquée, parce qu'il vous suffit de prendre un camion, d'aller en Pologne ou dans n'importe quel pays européen, de le remplir, et puis vous rentrez avec ce que vous voulez comme produit. Ils sont fabriqués où, ces engins? Ça se fabrique en Chine. La Chine est le leader au niveau de la fabrication en pyrotechnie. Merci, messieurs. Il est 10h26. Merci à vous tous les deux. Merci. Nous aurons l'occasion je l'espère, de pas trop reparler de ces engins pyrotechniques le 14 juillet. Nous verrons bien. Dans tous les cas, merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'était passionnant. Hein. Vraiment, encore une fois, passionnant. Ce matin, c'est 2h. C'est l'heure d'André Berkoff. Bien, il est 11h03. Nous allons donner suite aux événements politiques du week-end. De quoi allons-nous parler? Il y a eu cette marche, l'organisation de cette marche du collectif La Vérité pour Adama Traoré. Je ne vais pas revenir sur Adama Traoré, sur ce qui s'est passé, sur la famille Traoré. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais regardons l'interdiction de cette manifestation prévue samedi à Paris. Malgré l'interdiction, il y a eu manifestation
manifestation. Des élus, la France Insoumise, mais aussi Sandrine Rousseau, ont participé à cette manifestation interdite. Est-ce qu'un élu doit participer à une manifestation interdite? C'est la première question que je vais poser à mes invités. 3 invités qui sont là ce matin pour débattre, et vous vous joignez au débat comme tous les jours. Vous savez que vous adorez ça. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à participer à cette émission. J'en suis très très content. Nous avons battu des records du nombre d'appels la semaine dernière. Avec nous, par ordre alphabétique, Arnaud Benedetti, qui est professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du Cerf. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous, Arnaud Benedetti. Avec nous, Julien Audoul, qui est député Rassemblement National de Lyon. Bonjour. Bonjour. Et puis Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce la place d'un élu, participer à une manifestation interdite, est-ce la place d'un élu? Qui veut commencer? Arnaud Benedetti, tiens. Écoutez, on va parler des parlementaires, puisque la question c'était les parlementaires qui ont participé à cette marche. Oui. Formellement, je rappelle que l'article 26 de la Constitution organise la liberté d'expression et d'action des parlementaires qui sont protégés, ce qui est tout à fait normal, c'est une conquête révolutionnaire de 1789, par l'immunité parlementaire. Donc sur le fond, rien n'empêche des parlementaires aujourd'hui à participer, y compris à une marche qui a été interdite par l'autorité préfectorale. Donc, ils sont, j'allais dire, dans l'exercice de leur mandat. Alors, en plus, quand on écoute un certain nombre de parlementaires qui ont participé à cette marche, moi, il se trouve que j'étais samedi sur un plateau avec Sandrine Rousseau, en l'occurrence, qui expliquait qu'elle était à cette marche pour aussi, avec son écharpe tricolore, protéger ou en tout cas, faire barrage entre les forces de police. Je reprends son discours, je ne dis pas que je le partage, en tout cas, voilà, c'est une nuance importante. En tout cas, elle était là aussi pour, d'une certaine manière, sanctuariser cette marche. Donc, sur le plan formel, à ce stade, on peut avoir des débats. Il faut les avoir, bien évidemment, mais en l'occurrence, rien n'interdit à des parlementaires de pouvoir participer à un événement de ce type. Julien Audoul. Je trouve que c'est extrêmement choquant que dans une démocratie, les députés qui sont censés voter la loi et faire la loi en viennent à violer la loi. Et c'est vrai que l'attitude de députés d'extrême gauche de la NUPES qui ont encouragé donc ces manifestations, qui participent à ces manifestations interdites, manifestations scandaleuses, où on crache sur la police nationale, où on crie notamment « tout le monde déteste la police », aux côtés d'ailleurs de personnages sulfureux comme ceux du gang Traoré. Tout ça en dit long sur la dérive factieuse de la France Insoumise notamment, mais pas seulement, puisqu'il y avait Sandrine Rousseau, qui systématiquement veulent s'en prendre aux institutions de notre République. Et c'est vrai que moi, je m'interroge sur le signal qui est renvoyé, au-delà du petit coup de com' des députés de la France Insoumise. Comment peut-on demander à des jeunes, comment peut-on les inciter à obtempérer, à respecter les lois de la République quand les députés eux-mêmes les violent? C'est ça la véritable question. Le symbole qui est renvoyé, l'exemple qui est renvoyé, c'est allez-y, vous pouvez enfreindre la loi, allez-y, vous pouvez participer à des manifestations interdites, allez-y, finalement, il n'y a aucun cadre légal, si ce n'est votre propre volonté, ce que vous estimez du combat politique, idéologique, de vos envies, de vos plaisirs, etc. Tout cela est détestable et c'est la société qui est défendue par M. Mélenchon et ses amis. Aurélien Taché. Alors, d'abord, ça a été rappelé, il n'y a rien d'illégal pour des parlementaires à aller participer à une manifestation, interdite ou non. Il y a effectivement, du point de vue des parlementaires, des garanties spécifiques qui leur permettent d'avoir une liberté de circulation, d'expression, de contrôle aussi de l'exécutif et des services publics qui en dépendent. Donc, effectivement, la présence sur place, malheureusement, et je dis bien malheureusement, dans des manifestations de parlementaires, s'est révélée à plusieurs reprises ces derniers temps. Moi, je rappelle que j'étais à Sainte-Soline et je suis passé aussi au rassemblement de samedi, à montrer que la présence de parlementaires, d'observateurs pouvait être utile, malheureusement, parce que je dis bien une minorité, mais une minorité de policiers qui reçoit des ordres d'ailleurs, moi je n'incrimine pas les agents, il y a des politiques au-dessus, a eu des comportements qui étaient totalement inacceptables, on l'a encore vu samedi, donc cette présence peut s'avérer utile et elle est légale. Deuxième chose,
Pour ce qui est des leçons que voudrait donner l'exécutif, il faudrait lui-même qu'il soit un peu plus dans les clous de l'état de droit. La plupart des arrêtés préfectoraux, alors c'était pas le cas de samedi, mais la plupart des arrêtés préfectoraux d'interdiction des manifestations ont été annulés par la justice parce que ces arrêtés sont illégaux pour une raison simple, la liberté de manifester est de plus en plus bafouée par cet exécutif. Oui, mais Aurélien Taché, samedi, ce n'était pas le cas, vous l'avez précisé. Je l'ai précisé. Donc, la manifestation était interdite. Samedi. La manifestation est en effet interdite. En revanche, je rappelle ce que je viens de dire à l'instant sur les parlementaires, que ça n'est pas un délit de participer à une manifestation interdite. Ça n'est pas un délit même pour un simple citoyen. La justice l'a déjà rappelé. Et enfin, Jean-Jacques Bourdin, je dois conclure mon propos sur quelque chose qui m'étonne. Très bien d'avoir ce débat-là, mais ayons quand même le débat un petit peu aussi de savoir où en est la liberté de manifester en France, de savoir où en est le pluralisme de la presse. Des journalistes ont été pris à partie, molestés par des policiers. Rappelons aussi un débat sur l'état de la démocratie. Et la policière qui a été frappée par le frère de Mme Traoré, ça ne vous choque pas? Alors attendez. Est-ce que la policière qui a été frappée par Mme Traoré, est-ce que ça vous choque? Si c'est vrai, évidemment, mais j'attends de voir le dossier. Il faudrait peut-être le dire. Oui, mais attendons de voir un petit peu ce qui se passe, parce que j'étais présent, moi, j'étais témoin de ce qui s'est passé. Je voudrais sur le plan judiciaire. Sur 2 points, Aurélien Taché. Le premier point, sur le fond, pourquoi participer à cette manifestation? Parce que c'est ça qui m'intéresse au départ. Si vous me parlez Si on parlait de la question du fond, sur la question du fond, il y a eu depuis 6 ou 7 ans des manifestations qui se sont toujours déroulées pacifiquement pour savoir ce qui s'était passé dans le cas de la mort de M. Traoré. La justice fait son travail. Bon, voilà. Mais il y a eu toujours des rassemblements pacifiques pour dire qu'effectivement, on aimerait bien une vérité judiciaire un jour sur ce sujet. Deuxième chose, évidemment, il ne vous a pas échappé, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y a eu le terrible drame de Nanterre, que nous sommes dans un contexte particulier où effectivement, il y a tout un tas de phénomènes, j'imagine qu'on va y revenir ensuite, qui se déroule depuis ce terrible drame que le président de la République lui-même, c'est pas juste les écologistes ou la France Insoumise ou que sais-je, a qualifié d'inexcusable et d'inacceptable. Donc il y a effectivement en ce moment une colère dans le pays, il y a le besoin d'expression citoyenne et politique, et si ça n'est pas dans des manifestations encadrées par des organisations avec des parlementaires et qui se déroulent dans un cadre légal que l'on peut faire valoir une expression citoyenne et politique, eh bien on rajoute de l'huile sur le feu. Le préfet du Val d'Oise, en interdisant la manifestation l'autre jour à Persan, une manifestation qui se déroule depuis 7 ans dans des conditions pacifiques, a rajouté de l'huile sur le feu. Oui, à ceci près. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous sur les principes, en l'occurrence. Mais même si je ne partage pas les motivations, mais sur les principes, vous avez parfaitement raison. À ceci près, quand on écoute quand même le préfet du Val d'Oise, c'est ça. Donc, il explique qu'il avait demandé à l'association Justice pour Traoré de contractualiser avec une société de services de sécurité privée pour justement garantir l'organisation de cette manifestation, ce qui n'a pas été fait. Donc, d'une certaine manière aussi, les organisateurs de la manifestation n'ont pas pris, et c'est ce qui motive en partie son arrêté, n'ont pas pris les mesures qui s'imposaient pour justement permettre que cette manifestation se déroule dans des conditions qui soient optimales au regard, en effet, d'un contexte quand même. Voilà, j'allais en parler. Il y a un contexte. À Persan, il y a eu des émeutes qui étaient quand même importantes. Oui, mais pardonnez-moi, il me semble, Arnaud Benedetti, qu'il n'y a pas une obligation contractuelle de prendre une société privée. Les organisations syndicales, associatives ou autres sont libres d'organiser leur service d'ordre. Le comité d'amende, on pense ce qu'on veut. Vous avez raison de dire que moi, je ne demande pas ici aux gens d'adhérer forcément aux revendications. Moi, j'adhère à une certaine partie d'entre elles. Je ne demande pas ça. Je demande le respect des principes démocratiques. Parce que le jour où dans ce pays, les uns ou les autres, on ne pourra plus aller manifester pour les causes qui nous semblent nobles, il y aura quand même un problème. Et je pense que les autres organisations, le comité d'Adama a démontré à plusieurs reprises que toutes les manifestations qu'il organise étaient pacifiques, qu'il savait assurer un service d'ordre. Je ne vois pas pourquoi cette année, il y avait cette obligation supplémentaire. Pacifique, mais pas dans les propos. Alors, dans les propos, il y a un discours très contestataire. C'est important. Oui, non, mais c'est important qu'on manifeste pacifiquement, très bien. Mais attention à ce qu'on dit aussi. Il n'y a pas d'appel à la violence, en tout cas, Jean-Jacques. Bien sûr que si. Bien sûr que tout le monde déteste la police. Est-ce un appel à la violence ou pas? Je ne crois pas que ce soit un appel à la violence. C'est une revendication effectivement radicale. C'est une revendication. Enfin, c'est un mot d'ordre radical que je ne partage pas, absolument pas d'ailleurs. Oui, mais en y étant, est-ce qu'on ne le partage pas? Je pose la question. Je ne sais pas si tous les gens qui défilaient dans la rue en 68 étaient d'accord avec CRSSS, si vous voulez. Oui. Voilà. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec tout le monde déteste la police, mais par contre, je vais dans les manifestations quand une cause me semble juste. Je ne suis pas responsable de l'expression des
des uns et des autres dans les manifestations, malheureusement. Oui, enfin, je pense que si dans une manifestation, on scandait « tout le monde déteste les écologistes », je pense que M. Taché, vous vous offusqueriez et vous auriez raison. Parce que ce sont des incitations, d'une part, à la haine. Il y a un climat, il faut bien le noter quand même, de haine anti-flic dans notre pays, qui est instrumentalisé à la fois par la France Insoumise, mais aussi par la famille de Mme Traoré, qui à chaque manifestation, il faut quand même rappeler, à chaque manifestation, il n'y a pas encore une fois, il n'y a pas de pacifisme dans les messages qui sont donnés, il n'y a pas de pacifisme dans les slogans qui sont scandés et dans l'instrumentalisation des militants qui sont des militants radicalisés, il faut bien le dire. Donc participer à cette manifestation, soutenir ce combat-là dans ce contexte où on le sait, nos policiers sont en danger de mort, risquent leur vie tous les jours, à la fois contre des refus d'obtempérer, mais aussi parce que vous avez des délinquants et des voyous qui veulent tuer du flic dans tous les quartiers de France. Très clairement, c'est irresponsable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est M. Traoré qui est mort sous les balles d'un policier, c'est pas les Traoré qui ont tué un policier, M. Odoul. Mais M. Taché, c'est vrai que vous avez... On ne va pas refaire l'affaire des Traoré, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les Traoré. Le rôle d'un parlementaire... Beaucoup. Jean-Jacques Bourdin... Et j'en sais quelque chose. Le rôle d'un parlementaire, quelles que soient ses idées et ses opinions, c'est soutenir les institutions de la République. La police nationale, la gendarmerie, les forces de sécurité font partie des piliers de la République et de nos institutions. Donc les lyncher ou les lâcher comme vous le faites, c'est totalement irresponsable. Et en cela, effectivement, vous sortez du champ républicain. Non, vous sortez du champ républicain quand vous acceptez cette violence anti-flic. Respecter l'état de droit, c'est aussi le devoir d'un élu de la République, monsieur. Alors, Arnaud Benedetti. Non, juste un point. Moi, ce que je pense quand même, et quand on regarde un peu les rapports de force politiques, moi je note quand même que le discours d'Aurélien Taché est plus, j'allais dire, modulé que celui d'un certain nombre d'élus de la France insoumise. Je vais revenir sur la France insoumise. Est-ce que la France insoumise s'égare ? Sont en première ligne. Moi, je pense que ça pose un double problème aujourd'hui pour la NUPES. Le premier problème, c'est que quand on regarde quand même les grandes tendances de l'opinion publique, on voit que l'opinion publique, nonobstant tout ce qui s'est passé autour du tragique assassinat, parce que c'est un assassinat du jeune Naël, l'opinion publique reste majoritairement en soutien à sa police. Donc ça, c'est ça pose un premier problème vis-à-vis pour la NUPES. Je veux dire, dans son positionnement. Deuxième sujet, c'est qu'on voit quand même qu'à gauche, aujourd'hui, au sein de la NUPES, il y a malgré tout, à gauche, au sein de la NUPES, je ne parle pas de la gauche dans son ensemble, mais au sein de la NUPES, il y a des lignes de fracture qui sont en train de s'exacerber. Les communistes sont sur une position qui n'est pas celle de la France insoumise. Et même à l'intérieur de la France insoumise, on sait qu'il y a un certain nombre de cadres de la France insoumise qui ne partagent pas les positions de la France insoumise sur cette question. Alors on va parler de la France insoumise, des conséquences politiques, mais quand même, tout le monde déteste la police. Moi je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien qu'on chante des slogans, mais tout le monde déteste la police. Est-ce que c'est un slogan acceptable ou pas ? Moi, en tout cas, ce n'est pas un slogan que je partage. Je vous le redis. Non, mais d'accord. Et d'ailleurs, est-ce que c'est une incitation ? Est-ce que c'est une incitation à... C'est une incitation à la détestation de la police, on est bien d'accord. Mais c'est aussi... Oui ou non non, mais disons clairement les choses. C'est aussi, et encore une fois, le rôle d'un responsable politique est d'assumer ces mots avec beaucoup de justesse. Le rôle de jeunes qui sont dans une revendication, qui sont dans une colère ou autre, n'est pas à prendre de la même manière. C'est pas des jeunes qui sont dans une colère, là, qui ont... Vous avez vu qui ? Vous y étiez. Justement, vous avez vu qui chantait Tout le monde déteste la police. Pour moi, c'était tous les membres de l'association Traoré. Oui, enfin, ils sont, ils sont pas très nombreux. Je suis d'accord. Ils représentent. Ils sont pas très nombreux. Je suis d'accord. Dans un cri de colère, une revendication. Je vous redis que ce slogan ne me convient pas du tout à titre personnel et que je ne le partage absolument pas. Après, on n'est pas dans l'incitation à la violence. On est dans une forme de liberté d'expression qui peut déplaire. Je l'entends parfaitement. Mais voilà, encore une fois, on n'est pas dans une forme d'incitation à la violence. Donc, je ne pense pas qu'on puisse mettre ça sous le coup de la loi. Alors, nous allons observer une première pause. Il est déjà 11h18 et nous allons parler de la France insoumise parce que j'ai beaucoup de questions à vous poser. La France insoumise est en première ligne dans toutes ces manifestations de contestation, de colère. J'ai lu le tweet de Jean-Luc Mélenchon, vous l'avez lu vous aussi, de dimanche, d'interdiction en répression de Pétain à Valeurs Actuelles, le chef de l'arc républicain, ça veut dire Emmanuel Macron, entraîne la France dans un régime déjà vu, danger, danger. Référence au régime de Vichy selon vous ou pas, Arnaud Benedetti ?
Attendez, pour ceux qui ont vécu le régime de Vichy et qui sont encore vivants, je pense que la comparaison est largement abusive et hâtive. Je rappelle que le régime de Vichy, si nous étions sous le régime de Vichy, nous n'aurions pas de parlementaires autour de cette table déjà. Donc ça c'est un premier point. Le 10 juillet, on est 10 juillet. Le 10 juillet 40, justement, il y a maintenant plus de 80 ans, les institutions de la Troisième République se sabordaient. Donc je pense que là, en l'occurrence, la comparaison me paraît tout à fait disproportionnée. Non, là où il pointe un élément qui a été mis en avant par diverses oppositions, c'est que il y a une pratique, j'allais dire, du pouvoir par Emmanuel Macron qui ne correspond pas toujours au canon de ce que l'on attend d'une démocratie libérale. C'est-à-dire, finalement, les contre-pouvoirs, il n'aime pas trop. Les corps intermédiaires, il n'aime pas trop. Le Parlement, manifestement, quand même, aujourd'hui, un Parlement qui n'a pas de majorité absolue, c'est pas un Parlement qui lui convient forcément. Il y a, sur le plan des libertés publiques, parfois un certain nombre, j'allais dire, de prises de distance qui peuvent être en effet d'une certaine manière préoccupantes. Mais de là à comparer aujourd'hui la pratique du pouvoir d'Emmanuel Macron à celle du maréchal Pétain, ça ne résiste pas 2 secondes à l'examen historique. Alors je pose une question complémentaire. Nous allons prendre Jacques qui est dans le Jura. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon s'égare ? Aurélien Taché. Alors, sur la comparaison avec le régime de Vichy, je ne pense pas que c'est ce que Jean-Luc Mélenchon a voulu dire. Je ne lis pas dans sa tête, mais je m'explique. Emmanuel Macron... Enfin, si cite Pétain à valeurs actuelles, c'est par hasard. Je vais essayer de vous répondre, Jacques Bourdin. Oui, Aurélien Taché, allez-y. Moi, je veux bien que vous défendiez Jean-Luc Mélenchon, Rappelez-vous des polémiques et des débats qu'il y a eu au moment où Emmanuel Macron a tenté de réhabiliter Pétain. On peut penser réhabiliter, le mot est peut-être un peu fort. C'est pour ça que je viens de dire qu'on peut penser que c'est vrai ou pas, mais on vous rappelle qu'on a eu des débats. Il a quand même souvent... jouer d'une ambiguïté là-dessus, en disant qu'après tout, Pétain, c'était aussi l'homme de 14, etc. Bon, je pense que c'est plutôt à ça et à l'addition du fait que Monsieur Macron se soit présenté à valeur actuelle et que Jean-Luc Mélenchon faisait référence. Et pourquoi il le faisait ? Il faut rappeler surtout pourquoi. On n'arrête pas de dire à Monsieur Mélenchon qu'il n'est pas dans l'arc républicain. Il répond à Monsieur Macron, quand vous réhabilitez Pétain ou quand vous allez à valeur actuelle, êtes-vous plus dans l'arc républicain ? Et moi, excusez-moi, on peut critiquer Jean-Luc Mélenchon, on peut ne pas l'aimer, on peut dire de tout un tas de choses, on va peut-être continuer à en parler après. Mais dire à Monsieur Mélenchon, on va en parler, toute l'histoire, toute la philosophie politique, la tradition historique intellectuelle s'inscrit dans le cadre de la Révolution française. C'est alors à ce moment-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les montagnards, les robespierristes, la Révolution bolivarienne, Attendez, vous savez parfaitement quand même que sur la Révolution française, Monsieur Mélenchon fait souvent référence aux éléments les plus radicaux de la Révolution française, mais qui étaient des républicains avancés, les montagnards, Robespierre, les autres. Tout ça, c'était des républicains, guillotineurs et républicaines. Des républicains guillotineurs. C'est peut-être une forme de républicain particulière. C'est très particulier. Monsieur Mélenchon, mais il dit quand même, le chef de l'arc républicain, c'est-à-dire Emmanuel Macron, volontairement, il emploie l'expression arc républicain, vous avez raison, entraîne la France dans un régime déjà vu. Ça veut dire, c'est clair. Pour lui, c'est clair. Pour moi, ça, c'est plutôt ce que vient de dire M. Benedetti, c'est le recul des libertés publiques et on le constate dans tous les domaines. Le pluralisme de la presse, on le constate dans une loi qui vient d'être votée qui permet d'activer nos téléphones portables maintenant à distance. Enfin, on a quand même sur tous les registres. Donc il ne s'égare pas. Il ne s'égare pas, en tout cas, il ne s'égare pas, mais en tout cas, il pointe quelque chose sur le recul des libertés qui, à mon avis, est réel et il ne dit pas que la France de Macron est la France de Pétain. Je ne crois pas. Le pense-t-il ? Je ne pense pas qu'il le pense non plus, mais après, je ne lis pas dans ses pensées. Bien. Julien Odoul. Au-delà des délires de M. Mélenchon et des comparaisons scandaleuses, surtout de la part de quelqu'un qui se veut être le successeur, non pas de Robespierre, mais plutôt de Chavez. Voilà. Il est très loin aujourd'hui dans son discours d'une mythologie révolutionnaire bien française, mais il est plutôt sur d'autres orientations putschistes avec des messages extrêmement violents. Mais là où on peut reconnaître quand même un constat, c'est que sous Emmanuel Macron, et d'ailleurs ça a été révélé et dit par l'ONU, la France est une démocratie défaillante. Défaillante. Et c'est vrai que la pratique systématique du 49.3, qui évidemment est constitutionnel, il n'y a aucun débat là-dessus, est un mépris pour les parlementaires que nous sommes. Et au-delà des parlementaires, parce que ce n'est pas nos petites personnes qui comptent, c'est les Français qui nous ont élus. Les Français nous ont élus pour réorienter les politiques. Monsieur Macron n'a jamais voulu entendre le message des législatives de l'an dernier,
qui était quoi? Certes, vous avez été réélu, mais on ne veut plus votre politique, on veut un changement de cap. Et donc, vous n'aurez pas cette majorité absolue que vous avez eue pendant 5 ans. Il n'a jamais voulu entendre ce message. Il a, il est passé en force sur tous les sujets. Et c'est vrai que sur bon nombre de débats, quelquefois, on peut se dire, est-ce que notre démocratie est en bonne santé? Bien, Jacques est dans le Jura. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jean-Jacques, très très heureux de vous retrouver sur Sud Radio. Merci beaucoup Jacques, merci. Ah oui, c'est un auditeur fidèle d'RMC, je le sais. Oui, et puis je vous aime bien. Voilà. Bon. Allez-y Jacques, allez-y. Oui, alors concernant M. Mélenchon, enfin pour moi, à titre personnel, pour beaucoup de personnes autour de moi, c'est un homme extrêmement dangereux, et dans ses idées et dans ses actes. Sur les dernières semaines qui se sont passées avec toutes les manifestations, il n'a cessé de cracher sur la police. Il n'a d'ailleurs pas démenti les violences qui ont été faites sur les policiers, ce qui est déjà pas normal, puisque c'était quand même une personne qui était candidat à la présidentielle, et il voulait, si je me souviens bien, révoquer toute la police et repartir à zéro. Pour moi, c'est un homme dangereux. Mais ce qui me rassure quand même, c'est qu'il ne sera jamais élu président de la République. Et ça me fait plaisir. Alors, qui parle, qui veut s'y faire, qui fasse ce qu'il veut, il ne représente à ses yeux que lui-même. Bien, Jacques, Jacques, c'est vrai que LFI n'a pas condamné les émeutes, les violences, les destructions, notamment parce que moi, j'ai trouvé étonnant, certains bâtiments ne doivent pas être incendiés, c'est ce que j'ai entendu dans la bouche des élus LFI, sous-entendu d'autres peuvent l'être. Mais vous savez, tout ce qui est lié aux yeux de Mélenchon, aux grands capitales, les grands capitalistes, les grandes enseignes... ça peut être détruit ? Non, mais vous savez, il a dans sa tête de vouloir tous les détruire, les nationaliser. Il n'aime pas les riches. De toute façon, on n'y peut rien, il n'aime pas les riches. Il n'aime pas les gens qui gagnent 4 000 € par mois. Il ne doit pas m'aimer parce que moi, je gagne 2005, vous voyez. Il ne doit pas m'aimer non plus parce que je suis riche. Et moi, je vais vous dire, entre parenthèses, voilà. Bon. Merci Jacques, merci beaucoup Jacques, merci d'avoir été avec nous. Oui, c'est ambigu. Non, mais le discours est toujours ambigu. En tout cas, moi je pense qu'on Pourquoi est-il ambigu d'ailleurs? Je pense qu'on peut à la fois majoritairement soutenir la police comme les 3/4 des Français, mais aussi s'émouvoir de la question des violences policières. Et c'est un débat qui est difficile à avoir en France. Moi je ne dis pas que... Non, il est installé en France. Oui, enfin, il est quand même un peu difficile à avoir. Et on peut souhaiter une réforme de la police sans être anti-flic quand même. C'est vouloir une police être le plus exigeant possible avec sa police. Enfin, je sais pas, je pense qu'on est tous ici le plus exigeant possible avec ceux qu'on aime, nos enfants et autres. Enfin, je veux dire, c'est quoi cette histoire? C'est quand on aime une institution, quand on la soutient, on demande à ce que les règles soient respectées. Ça ne veut pas dire qu'on est contre l'institution. Oui, en tout mais cas, c'était pas mon cas. Vous soutenez la police? Mais bien sûr que je soutiens la police. Est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Mélenchon dire « je soutiens la police » ? Mais parce que je vous pose la question. Jamais. Non, mais c'est important. C'est une expression qui est un peu générique quand même. Et un peu, voilà. Mais attendez, c'est pas générique, c'est clair, c'est franc, c'est direct, c'est sincère. Mais on soutient tous c'est ce que les gens demandent. On soutient tous les institutions de la République. Simplement, on peut quand même pointer... moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon à plusieurs reprises dire il faut effectivement réformer la police pour retrouver une police la plus républicaine possible, parce qu'aujourd'hui, suite à un certain nombre de 13 morts pour des refus d'obtempérer en 1 an, ça peut interroger. Un certain nombre de violences policières, ça peut interroger. On sait que certains syndicats qui ont des revendications très particulières et qui traitent les citoyens qui manifestent de nuisibles ont beaucoup de poids dans l'institution policière, ça peut interroger. Est-ce que pour autant ça veut dire qu'on est contre la police ou qu'il faudrait démanteler la police? Pas du tout. Personne n'a jamais dit ça. Vous savez, monsieur Mélenchon, encore une fois, je me retrouve à parler à sa place, mais il est plutôt un partisan de l'ordre, c'est pas un anarchiste, Mélenchon. Faut arrêter les... Ça dépend quel ordre. Ça dépend quel ordre. Je ne crois pas que ce soit son propos, en tout cas ce n'est pas le mien, et on peut avoir une exigence plus haute pour sa police tout en la respectant et en la soutenant. Bien. Qui veut ajouter quelque chose? Il est 31, il faut que je fasse une petite pub. Très vite, Julien Audoul. On peut quand même préciser que M. Mélenchon, au-delà des attaques régulières contre les forces de l'ordre, en disant qu'il y a des violences policières systémiques, chose qui évidemment est une mythologie et une insulte, en disant que la police tue
La police ne tue pas dans notre pays. La police assure notamment la sécurité des Français, le respect des lois. Mais comment feriez-vous au Rassemblement national pour assurer une meilleure sécurité des Français, vous Parce que vous critiquez beaucoup, mais je vois pas trop de propositions. On propose énormément. Quoi, avec la police, quelle proposition il faut donner des moyens très concrets à la police. Mais ça veut dire pas quoi, seulement matériel. moyens très concrets? La présomption de légitime défense, par exemple. La présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre permettrait à nos policiers d'être soutenus par leur hiérarchie, d'être soutenus par la loi et par l'État. Comment feriez-vous face à des violences, des émeutes urbaines? Comment feriez-vous si vous étiez au pouvoir? Quels ordres donneriez-vous à la police? Parce que moi j'aime le concret. Quels sont les ordres que vous donneriez à la police? Alors, vous savez déjà, pour réprimer sur ces émeutes urbaines, elles ne tombent pas comme ça par enchantement. Je vous demande. Non, mais ça fait 30 ans. Je veux pas savoir d'où viennent les émeutes. Je veux savoir quels ordres donneriez-vous à la police? Les ordres très clairs. C'est-à-dire aller chercher les meneurs, faire respecter la loi. C'est-à-dire que quand vous êtes pris dans la rue en train d'incendier un bâtiment avec un jerrycan d'essence, la loi, c'est très clair. 150 000 € d'amende, 10 ans de prison. Donc vous allez appréhender ces personnes, vous allez les interpeller. Je suis avec un jerrycan dans la rue, 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Mais bien sûr, c'est le juge qui doit. Le vrai problème de la police, oui, c'est le juge. Le vrai problème de la police, et ça a été dit notamment par le syndicat Alliance, n'en déplaise à M. Taché, c'est la justice. C'est que la justice ne suit pas. C'est que la police fait admirablement bien son travail. Elle le fait avec des moyens largement insuffisants, avec une hiérarchie qui ne soutient pas, avec des ordres qui ne sont pas donnés. Mais la justice ne fait pas son travail. Dans les comparutions immédiates, me semble-t-il, la justice est intervenu assez fermement et rapidement. J'espère que les peines seront exécutées, effectivement. Parce qu'entre la peine donnée et la peine exécutée, souvent il y a un gouffre. C'est-à-dire que vous êtes finalement, comme la France insoumise, vous doutez du fonctionnement des institutions. Ah non, c'est pas vous mettez en doute le fonctionnement des institutions. C'est qu'on a un petit peu d'expérience. D'un côté, nous avons la France insoumise, qui doute de la police, et de l'autre, le Rassemblement national qui doute de la justice. De voir les carences et les défaillances de la justice. C'est un fait. La justice est laxiste. Ils sont à l'image de la France. Vous avez raison. Globalement, c'est à l'image de la France aujourd'hui. Quand vous regardez toutes les études qui sont menées, je pense au baromètre du Cevipof, vous avez une défiance qui est majoritaire dans le fonctionnement des institutions. Alors avec des motivations différentes, selon des motivations politiciennes. Mais la tendance de fond, c'est celle-là aujourd'hui. Bien, 11h33 tout de suite. Nous débattons, nous parlons politique aujourd'hui avec Arnaud Benedetti, qui est professeur à la Sorbonne et rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire, auteur de Chaos, essai sur les imaginaires des peuples, avec Stéphane Rosès aux éditions du CERF, avec nous Julien Audoul, député Rassemblement national de Lyon, et Aurélien Taché, député Europe Écologie Les Verts du Val d'Oise. Merci d'être là tous les trois. Alors, je vais être provocateur. Vraiment provocateur. Est-ce que les filles souhaitent la victoire du Rassemblement national en 2027 ? Je sens que la question s'adresse à moi, bien que je n'appartienne pas à l'EFI. Oui, mais quand même, vous appartenez à une gauche. Je suis sûr que non. Donc je veux bien répondre. Je suis absolument sûr que non. Après, on peut faire des analyses sur la stratégie. Il y a des choses que je partage, des choses que je partage moins. Mais néanmoins, je suis convaincu d'une chose, c'est que Jean-Luc Mélenchon, lui, pense que c'est la bonne stratégie parce qu'il veut faire entendre une colère sociale très forte et estime que c'est le rôle des parlementaires de la France insoumise. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, c'est pas pour faire gagner le Rassemblement national. Non, mais est-ce que ça n'affaiblit pas la gauche ? Est-ce que ça affaiblit la gauche, cette posture et ces prises de position ? Moi, je pense que ce qu'il faut pour nous aujourd'hui à la NUPES, c'est effectivement pouvoir faire mieux entendre les singularités des uns et des autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que franchement, ce que vous pensez. Ça veut dire que moi, je ne partage pas forcément une stratégie, mais je ne suis pas sûr que... Là, encore une fois, je ne dis pas dans les pensées de Jean-Luc Mélenchon, mais moi, je ne serais pas d'accord avec une stratégie insurrectionnelle. Par exemple, je ne pense pas que ce soit la bonne manière pour la gauche de gagner. Je pense qu'en revanche, on peut avoir des motivations de protestation fortes, on peut même aller jusqu'à la désobéissance civile, c'est dans la lignée des écologistes, mais c'est pas la même chose que l'insurrection. Et puis on doit surtout construire un programme où les uns les autres apportent leur expérience, les socialistes, les écologistes, les insoumis, refaire un vrai projet, une plateforme, aller proposer ça aux Français et gagner sur la base d'un projet plutôt que d'une stratégie qui serait mouvementiste ou autre. Voilà. Bon, je crois qu'il y a une demande, en effet, il y a une demande de radicalité à gauche qui s'exprime, mais cette demande de radicalité à gauche, elle n'occupe qu'une part du marché, et qui est une part du marché qui ne permettra pas vraisemblablement à la gauche de revenir au pouvoir dans ces conditions. Jean-Luc Mélenchon exprime une réalité sociologique, une réalité politique. Ça, personne ne lui nie cette position. Sauf que, si vous voulez, le problème de la gauche aujourd'hui, c'est que d'abord, même au sein de la NUPES, on l'a dit tout à l'heure, il y a aujourd'hui des lignes de fracture, mais il y a une autre partie de la gauche qui essaye
je pense à M. Cazeneuve par exemple, de reconstruire une offre social-démocrate qui serait une offre social-démocrate plus conforme à ce qu'on a connu de la gauche de gouvernement ces 30 dernières années. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une partie de la gauche, notamment la deuxième gauche, qu'on appelait la deuxième gauche, c'est-à-dire la gauche rocardienne, qui a rejoint déjà depuis très longtemps Monsieur Macron. Donc, si vous voulez, la gauche aujourd'hui est extrêmement fracturée sur l'arc politique. Et n'oublions pas non plus les électeurs de gauche. Donc, comprenez ce que je veux dire. Et la difficulté, et notamment les électeurs populaires. Je terminerai un dernier point. Oui. Et la gauche, chaque fois qu'elle est revenue au pouvoir sur des positions qui étaient centrales. C'est-à-dire pas sur des positions qui étaient considérées comme radicales. Ça a été le tour de force de François Mitterrand de réussir une alliance politique avec les communistes, alors dans le cadre de l'union de gauche ou hors de l'union de la gauche, mais en imposant un rapport de force qui était un rapport de force quand même qui était en faveur des modérés. Là, en l'occurrence, on se retrouve finalement à front renversé. Ce sont d'une certaine manière les plus radicaux qui imposent leur rapport de force aux modérés, et ça, je pense que ça a créé un vrai problème structurel pour un retour de la gauche au pouvoir à brève échéance. Julien Audoul. Oui, la France Insoumise et M. Mélenchon sont aujourd'hui des épouvantails et des boulets. Des épouvantails parce qu'ils font peur à de nombreux Français, notamment votre auditeur, qui considèrent qu'ils sont dangereux, à juste titre, concernant leur prise de position, concernant leur pratique du pouvoir, du débat parlementaire, les outrances, les injures, même ne serait-ce que la tenue vestimentaire qui déconsidère la fonction. Tout cela fait peur à de nombreux électeurs. Et puis, c'est un boulet pour la gauche, puisque les thèses, la stratégie insurrectionnel, parce que je pense que M. Mélenchon a compris qu'il n'arriverait pas au pouvoir par les urnes. Il a compris que, tout simplement, le paysage politique, les idées qui sont majoritaires dans le pays, lui interdisaient le pouvoir, si ce n'est la déstabilisation totale du champ politique, de notre démocratie et de nos institutions. Donc, évidemment, c'est aujourd'hui la responsabilité de partis dits de gouvernement et dits républicains d'être associés à ces fous furieux. C'est quand même très particulier que les communistes, les socialistes et même certains verts continuent d'être arrimés à la NUPES de M. Mélenchon et finalement à sombrer avec lui. Bien, Chantal est à Arles, dans les Bouches-du-Rhône, sympathisante de la France Insoumise. Bonjour Chantal. Oui, bonjour. Merci vraiment d'être avec nous. Alors Chantal, qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je voulais dire que je trouve un petit peu gênant, pour ne pas trouver un autre mot, de taper sans arrêt sur LFI. LFI comme ailleurs, il y a des bons, il y a des mauvais. J'ai travaillé pendant 19 ans en collaboration avec la police. J'y garde de nombreux amis qui sont maintenant des membres pratiquement de ma famille. Des policiers, je voudrais quand même préciser qu'il y en a des bons et qu'il y en a des mauvais, qu'il y a des policiers racistes, comme dans la population, il y a des gens françaises, dans son ensemble, il y a des gens racistes. Donc il faut arrêter de porter la police au nu. Elle fait un travail très compliqué, très difficile. J'ai passé de nombreuses heures dans des commissariats et dans des logements de fonction au-dessus des commissariats, donc je sais ce qu'ils subissent au quotidien. Mais il ne faut pas non plus en faire des anges. Il y en a des mauvais, comme dans n'importe quelle profession. C'est certain. Alors, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et ça me fatigue que LFI soit toujours présenté comme des anti-police. Ben non, je ne suis pas anti-police, c'est pas du tout. Bon, alors Chantal, je comprends votre ras-le-bol sur la mise en cause de LFI, mais la mise en cause du Rassemblement national est permanente, la mise en cause d'Emmanuel Macron est permanente, la mise en cause, c'est comme ça, c'est la vie politique, et les Français mettent en cause en permanence, évidemment, surtout en France, où on adore le débat, où on adore critiquer, où on adore contester, où on adore être en marge un peu de... Bon, Chantal, si vous voulez ajouter quelque chose, sinon je vous remercie d'être intervenu. Simplement que M. Mélenchon ne représente pas l'ensemble de LFI. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends. Est-ce que vous trouvez qu'il fait du tort à LFI ? Absolument. Absolument, mais pourquoi ?
Pourquoi? Parce qu'il a des propos qui ne sont pas mesurés, parce que c'est quelqu'un qui est caricatural, c'est dommage, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un qui a une forte expérience de la politique, mais je pense que depuis déjà quelques années, il n'est plus en mesure de représenter l'ensemble de LFI. Voilà. Bien. Merci beaucoup Chantal dans tous les cas. Merci d'être intervenue. C'est intéressant. Aurélien Taché, auditrice et sympathisante et électrice. Hein. Je note que je me suis complètement retrouvé dans le discours de Madame sur la police, qui est mesuré, qui n'est pas un discours anti-police, qui est juste dire que nos policiers, parce que c'est aussi les représentants de la violence légitime, doivent être exemplaires. Sur la France Insoumise, moi je suis pas en interne, c'est pas moi qui vais dire si Mélenchon ou pas, mais par contre ça montre quand même une chose, c'est assez amusant, c'est qu'on dit toujours que la France Insoumise n'a pas de démocratie ou de débat interne. Vous voyez que Madame a l'air très libre pour s'exprimer à votre antenne, et je voudrais juste revenir une seconde sur ce qu'a dit. Heureusement qu'elle a le droit de s'exprimer à mon antenne, parce que là, pardon, on va attacher, mais je m'inquiéterais quand même. Je voulais vous faire sourire, Jean-Jacques Bourdin, parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de débat interne chez LFI. Vous voyez bien que ça va c'est pas un débat. C'est un débat externe. Mais je pense que si votre auditrice dit ça ici, c'est qu'elle le dit en interne. Mais je voudrais revenir un instant sur ce qu'a dit M. Benedetti. Bon, il faut quand même pas oublier comment s'est construite la NUPES. Pourquoi M. Cazeneuve, à mon avis, n'est pas aujourd'hui vraiment celui qui va pouvoir renouveler ou emmener la gauche au nu, quand bien même ça plairait peut-être davantage à certains que M. Mélenchon. Je ne dis pas que ce sera M. Mélenchon non plus, mais parce que l'échec de la social-démocratie gestionnaire du quinquennat Hollande a produit Emmanuel Macron. Plus personne politiquement ne croit à ça à gauche. Aujourd'hui, la NUPES s'est construite autour d'un programme de rupture. C'est ça qui nous unit. Socialiste, tendance Olivier Faure, on va dire, écologiste, communiste, en tout cas une grande partie d'entre eux, et insoumis. Donc c'est à partir de ça qu'il faut retravailler. La question des stratégies, des méthodes, moi je pense effectivement que la France Insoumise apporte une part de la solution parce qu'elle est connectée à certaines revendications, certains électeurs. On a toujours eu, pardon, mais le Parti Socialiste, moi je viens du Parti Socialiste historiquement, il y a toujours eu, ça allait de Gérard à Gérard, comme on disait, de Collomb à Filoche, des révolutionnaires et des réformistes. Et c'est ça qui a fait gagner la gauche. C'est Épinay qui a amené Mitterrand au pouvoir. Donc il faut que toutes les sensibilités travaillent ensemble dans le cadre de la NUPES et qu'on travaille sur ce programme. Très vite, Arnaud Benedetti, très rapidement, une page de pub. Je partage le constat que vous venez de formuler sur l'échec de la social-démocratie, sauf que le vrai sujet de la gauche et le vrai sujet de la social-démocratie et le vrai sujet aussi de la gauche façon NUPES, c'est quand même d'une certaine manière d'avoir oublié les classes populaires. Je vais prendre un exemple sur les questions qui sont les questions de sécurité, sur les questions d'ordre républicain, qui sont des questions qui touchent profondément les classes populaires. Aujourd'hui, vous avez un véritable angle mort dans votre logiciel politique, ce qui fait que, d'une certaine manière, c'est vrai que ça va être difficile pour c'est vrai que ça va être difficile pour M. Cazeneuve, mais je pense que ça va être difficile également pour vous, en raison, je pense, de ces angles morts. Oui, il est 11h40. On va observer une petite pause, mais j'observe que Sandrine Rousseau, c'est un peu le Jean-Luc Mélenchon d'Europe Écologie Les Verts, quoi, si j'ai bien compris. Non, mais je dis ça comme ça, au hasard. Non, mais évidemment, au hasard, rien taché. Sandrine Rousseau assume de porter une ligne très radicale au sein d'Europe Écologie Les Verts. Oui, bien sûr. Dans les débats internes qu'on peut avoir, elle assume ce positionnement. D'autres sont beaucoup plus modérés. Non, mais elle assume très bien. Voilà. En revanche, ce que vient de dire M. Benedetti, écoutez, j'en partage une partie. Moi, je pense qu'effectivement, sur la question de la sécurité, mais la grande différence que j'ai, par exemple, avec quelqu'un comme M. Odoul, c'est que je ne nierai jamais ce sujet à l'immigration, mais sur la question de la sécurité, c'est juste une évidence. Non, mais on va. Je ne sais pas si on doit avoir ce débat. On ne va pas ouvrir ce débat. Mais en tout cas, sur la question de la sécurité stricto sensu, je pense que la gauche doit faire des propositions beaucoup plus fortes. Et effectivement, il y a une demande de sécurité dans nos quartiers populaires. Je suis élu à Cergy, les familles des quartiers populaires viennent me demander, Monsieur Taché, comment on fait pour la sécurité. Donc je suis d'accord avec ça. Il y a peut-être un travail à faire pour la gauche là-dessus. 11h47, à tout de suite. Bien, pour terminer ce débat, je regardais LCI parce que j'ai l'écran devant moi et je voyais tout à l'heure le tout sauf Mélenchon progresse en bandeau. C'est vrai ça, Arnaud Benedetti, le tout sauf Mélenchon parce que vous savez, j'ai entendu ça souvent sur Jean-Luc Mélenchon depuis quelques années. Mais j'ai entendu le tout sauf Sarkozy, tout sauf Macron, tout sauf Marine Le Pen, tout sauf... j'ai tout entendu. En 2017, 2018, vous savez, quand il a dit « moi, c'est la République, c'est moi, ma personne est sacrée », là aussi, il avait des études d'opinion qui étaient plutôt en berne, et puis finalement, il s'est retrouvé à presque à 2 doigts du second tour de l'élection présidentielle. Donc soyons prudents sur les sondages qui sont faits dans l'immédiat. On est bien d'accord. Vous êtes d'accord, Odoul, ou pas? Sur le tout sauf Mélenchon, oui, il faut être très prudent. C'est vrai que l'histoire politique est assez capricieuse. Mais j'aimerais revenir sur le débat de fond qui était intéressant et ce sur pourquoi la NUPES est déconnectée d'une partie des Français, je pense de la majorité. Il y a effectivement 2 sujets qui sont totalement éludés, voire méprisés par la NUPES et particulièrement par la France Insoumise. C'est la sécurité et c'est l'immigration. Et ces 2 sujets frappent d'abord les catégories populaires, frappe d'abord les Français modestes. Et l'immigration frappe d'abord, d'ailleurs, les Français d'origine étrangère,
qui souffrent justement d'avoir fait les efforts dans les quartiers, d'avoir mis, comment dirais-je, les moyens, d'avoir éduqué leurs enfants, d'avoir assimilé les valeurs de la République, et considèrent qu'il y a eu aujourd'hui dans les quartiers une immigration qui ne respecte pas nos valeurs et qui constitue un facteur de trouble et d'insécurité. Sur ces deux sujets-là, on n'entend jamais la gauche. Alors que, visiblement, ce sont les Français dont ils se sentent les plus proches qui sont victimes de ces politiques. Qui est la cause réelle des émeutes que l'on a vécues. Parce que je vois que le débat s'est installé. Non mais le débat, il faut avoir la lucidité. Comment peut-on dire que l'immigration est la cause principale sans caricature. Non mais, oui. je veux dire, les Français savent depuis 30 ans, depuis les émeutes à Vaux-en-Velin, en passant par les émeutes de 2005, savent que ce qui aujourd'hui est le terreau de la violence, de l'insécurité, de l'ensauvagement, c'est effectivement une immigration qui n'a pas été assimilée. Alors oui, la plupart, effectivement, sont détenteurs de la carte d'identité française. Ils sont français. Oui, ils ne sont pas détenteurs de la carte d'identité. Je dis cela à dessein, parce que français... Mais pour vous, ils sont français. Non mais attendez, français pour moi, c'est pas seulement avoir un petit bout de papier. Français, c'est aimer la France. Il y a des Français de première catégorie, des Français de deuxième catégorie. C'est pas la question, mais... Non, mais je dis, à partir du moment... Jean-Jacques Bourdin, à partir du moment où vous dites, ils sont tous français, ils ont la carte d'identité française, vous n'avez pas de débat, vous ne pouvez pas aller à la source des problèmes. Effectivement, les vagues d'immigration et d'une certaine immigration, vous remarquerez qu'il n'y a jamais de problème avec l'immigration asiatique. Vous verrez jamais dans les émeutes, urbaines, vous verrez jamais ou presque jamais des Français d'origine asiatique dans ces émeutes. La sociologie des émeutiers a changé en quelques années. Aujourd'hui, vous avez plus, parmi les émeutiers, vous avez plus nombreux des jeunes venus de l'Afrique noire, plus que du Maghreb aujourd'hui. Donc il y a un phénomène, il y a une évolution dans la sociologie. Il y a aussi un lien avec l'immigration, vous en conviendrez. Vous savez quels sont les pays d'où l'on immigre le plus aujourd'hui? C'est lesquels pays? L'Afrique subsaharienne. Mais aussi la Géorgie, mais aussi l'Afghanistan, mais aussi... Mais donc l'immigration est mouvante. Comprenez ce que je veux dire. L'immigration se transforme, elle aussi. Oui, comme notre société se transforme. Et malheureusement, l'immigration transforme aussi le visage de la France. Oui, mais voilà, on revient aux obsessions, mais ça n'a rien à voir avec la question du sujet. C'est pas le sujet, en fait. Monsieur Taché, si vous voulez pas voir les statistiques du ministère de l'Intérieur, moi, je vais vous donner des statistiques. La réalité, ne vous en déplaise, c'est que l'immigration constitue un facteur d'insécurité supplémentaire. Toutes les études démontrent le contraire. Mais non, les services, monsieur Taché, les services, prenez les statistiques du ministère de l'Intérieur. Du Centre de prospective internationale, rattaché à Matignon, un organisme officiel, public, viennent de publier en avril 2023 une série d'études internationales qui démontrent qu'il n'y a aucun lien entre immigration et délinquance. C'est cet amalgame qui est abject. Et d'ailleurs, vous avez commencé à développer votre propos en étant assez clair. Vous dites l'immigration d'origine asiatique, ça va. Donc évidemment, vous pensez à l'immigration nord-africaine ou subsaharienne, qui selon vous doit certainement par finalement ce que sont ces gens, ce qu'est leur culture, leurs origines. Finalement, vous essentialisez. Vous avez un discours raciste, comme d'habitude, au Front National, pour dire que ces gens-là seraient plus dangereux que les autres. Vous avez tort. C'est pas moi qui divise la société en couleurs. Vous avez tort. C'est pas moi qui divise la société en religion et qui instrumentalise les couleurs et les religions des Français. Et pour ce que vous dites sur les émeutes qui seraient uniquement le fait des violences urbaines, excusez-moi, je vais être un peu provocateur à mon tour aussi. Il me semble pas que quand en Bretagne, le mouvement des bonnets rouges, pour des milliards d'euros, a démantelé des portiques, a cassé des routes, quand les agriculteurs parfois vont un peu loin, vous faisiez la comparaison entre le voile islamique et le serre-tête. Ils sont issus de l'immigration, ni leurs enfants, vous nous refaites le coup du serre-tête. Vous nous refaites le coup du serre-tête. Non, pas du tout, monsieur. Je vous pointe des faits. La colère sociale peut amener à des débordements. Elle doit être condamnée. Elle doit être canalisée par des acteurs politiques. Mais elle ne doit pas donner lieu à des discours stigmatisants comme vous le faites. C'est tout. La sécurité est un sujet, l'immigration en est un autre. Monsieur Taché, la mort de Naël à Nanterre n'est en rien le prétexte pour ces individus pour la dévastation au saccage. Et pourquoi c'est arrivé juste après alors Mais pourquoi c'est arrivé juste après Bien évidemment que si. La plupart d'entre eux d'ailleurs ne connaissaient même pas le prénom de Naël. Les jeunes qui sont dans la rue se disent Naël, ça aurait pu être moi. Voilà, c'est tout. Et si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, c'est que vous aussi vous ne comprenez pas une partie des Français, une réalité populaire. Vous êtes dans l'idéologie la plus déconnectée et la plus insultante au regard de Français qui ont subi. Bon, Arnaud Benedetti.
Écoutez, moi je pense que le vrai problème de la société française sur la question de l'immigration, c'est qu'on a abandonné depuis maintenant plusieurs décennies le modèle qui était le modèle de l'assimilation, clairement. Et le problème, c'est qu'on l'a abandonné au moment où nous avions des vagues migratoires importantes qui arrivaient dans la société française. La France a été un pays qui, durant toute la fin du 19e et le début du 20e siècle, n'a eu aucun problème d'assimilation avec des immigrations plus proches. La réalité, c'est que progressivement, dans les années 80, on a privilégié, si vous voulez, un concept qui était le concept du droit à la différence sur le devoir de ressemblance. L'assimilation, c'est le devoir de ressemblance. On a tous les mêmes droits, on jouit d'une citoyenneté qui est universelle, mais on arrive à se fondre dans une forge et un modèle commun. À partir du moment où les pouvoirs politiques, quels qu'ils soient, d'ailleurs, et quelles que soient les majorités, finalement décident d'une certaine manière de renoncer à ce moteur qui était le moteur de l'assimilation, il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation avec une société qui est archipélisée, comme l'a très justement dit. Pourquoi est-ce que vous refusez l'assimilation? Moi, je ne pense pas que ce soit le fond. C'est une soumission pour vous? Non, c'est l'effacement de culture d'origine? Je ne suis ni dans l'idée du droit à la différence, ni dans l'assimilation, je suis dans l'égalité des droits. Quand on regarde un petit peu les choses concrètement, moi j'avais remis un rapport assez conséquent sur la politique d'intégration des étrangers à M. Philippe en 2018. Vous regardez, très peu de cours de français par rapport à l'Allemagne qui donne des cours d'allemand quand les gens arrivent. Un accès au marché du travail totalement différencié. Les demandeurs d'asile en France ne peuvent pas travailler. Monsieur Darmanin et Monsieur Dussopt semblent vouloir évoluer sur cette question. Je dis à votre antenne que si ça figure dans leur projet de loi, je voterai cette disposition. Parce que l'accès au marché de l'emploi, c'est quelque chose d'important. Des discriminations extrêmement importantes dans l'accès au logement, à l'emploi. Pour moi, c'est ces sujets-là qu'il faut traiter. Il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. Il y a une surreprésentation des étrangers dans le parc social. Écoutez, le dernier testing réalisé par une association... Je veux bien que vous parlez de chiffres qui n'existent pas, mais... C'est la réalité. On va arrêter parce qu'il est 58. Pour moi, le sujet est celui de la question de la politique d'intégration, accès à l'emploi, au logement, cours de français, et vous verrez, il y aura beaucoup de problèmes. Merci messieurs, merci pour ce débat, on en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, on en aura d'autres. Merci, c'est passionnant. Témoin sur Sud Radio, témoin de la situation dans les quartiers, dans certains quartiers. Bineta Mbengue Marega est avec nous, présidente de l'association La Kalba Solnésienne. Bineta habite Aulnay-sous-Bois, la cité 3000, un quartier difficile, Bineta. Oui. Oui, bonjour Monsieur Bourdin. Oui, j'habite dans un quartier à Aulnay-sous-Bois qui s'appelle Les Étangs. Oui, les étangs. Les étangs qui fait partie aussi des 3000. Des 3000, voilà. Vous êtes vous-même mère de famille, Bineta, et vous présidez cette association qui réunit des mères de famille. Ce sont des femmes, hein, Bineta? Oui, tout à fait. Et on a des jeunes aussi avec nous. Et vous avez des jeunes aussi avec vous. Bon. Tout à fait. Quel est l'objectif de l'association? Alors l'association, on l'a créée, on l'a créée au mois de mars 2022. Oui. Donc ça fait juste 1 an et quelques mois. Oui. Alors parce que on s'est rendu compte que à Aulnay, il y avait beaucoup de femmes qui connaissaient pas trop leurs droits. Oui. Donc ils n'avaient pas fait les bons. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas former cette association. Donc, on est 182 membres. Oui. Alors, sensibiliser la jeunesse à la citoyenneté, soutenir les femmes victimes de violences, toute forme de violence. Hein. Voilà, donc les accompagner aussi à connaître leurs droits et puis les informer. Les sensibiliser à la vie démocratique. Voilà, participer à la vie démocratique. Vous avez un rôle très important dans ces quartiers, dans ce quartier, dans cette cité, dans tout le quartier. Pourquoi très important? Parce qu'on vous écoute et parce que vous avez été... vous avez crié, si je puis dire, stop aux casses au moment des émeutes. Hein, et après, vous avez même fait le tour des quartiers pour vous faire entendre, ce qui n'a pas été facile, Bineta. Non, du tout, ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, on s'est dit que ça interpelle vraiment la responsabilité des parents. Oui. Donc nous, les mamans, on est des mamans des mères qui aiment la paix. Oui. Alors on a fait le tour de chaque quartier d'Aulnay.
Oui. avec 2 autres associations. Oui. Et on s'est rapproché des jeunes, on leur a parlé. Bon, ils nous ont écoutés et on les remercie d'ailleurs parce que c'était pas trop facile. Oui. Et voilà, depuis ça, on calme plat et on touche du bois. Espérons que ça, ça continue. Calme plat depuis votre intervention. Vous vous êtes surtout adressé aux 13-15 ans, hein? Tout à fait, aux 13-15 ans, aux 15-21 ans, aux 21-24 ans. Ah d'accord, d'accord. Pour que les grands aussi parlent aux petits. Pour que les grands parlent aux petits. Et vous dites stop au casse, parce que ce qui est cassé, c'est ce qui fait votre vie quotidienne. C'est ce qui assure votre vie quotidienne. On a dit stop au casse parce que tout ça, ils appauvrissent leur ville. Oui. Donc, c'était pas la peine. On comprend leur frustration, on comprend, on déplore ce qui s'est passé avec le jeune qui est décédé, père son âme, Maël. Donc, mais ça ne justifiait pas cette violence. C'était trop. Oui. C'était trop. Et maintenant, on se retrouve là. Maintenant, on en transport. À partir de 18h, il n'y a pas de bus qui rentre dans la cité. On n'a plus de distributeurs de billets ici. On n'a plus de tabac. Aldi a été pillé. Voilà. Aldi, Lidl. On n'a plus rien pratiquement. Oui. Et maintenant, c'est qui subissent les conséquences? C'est les parents. Ce sont les parents qui sont fatigués en ce moment. Et là, ils ont compris. Bien sûr, mais Binetta, ils ont compris. Et quand l'autorité des parents qui est remise en cause, vous comprenez qu'on puisse remettre en cause l'autorité des parents? On peut remettre en cause, bon, on ne peut pas généraliser non plus. Parce que moi, j'habite à Aulnay depuis 1997. Oui. Je suis là. Mais on ne peut pas dire que tous les parents ont démissionné. Ça, non, ça, je ne peux pas y croire. Mais il y en a des parents aussi, ils n'en peuvent plus. Oui. Voilà, ils sont dépassés. Ils sont dépassés, oui. Ils sont dépassés. Et qui ont vraiment perdu l'autorité. Ça, il y en a. Il ne faut pas non plus le nier. Mais il y a des parents qui font quand même de leur mieux. Bien sûr. Voilà. Mais Binetta, mais bien sûr, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc, comme toujours dans la vie. La nuance, c'est ce qui importe. Dans la vie, on perd d'ailleurs cette notion de nuance. Binetta Mbengue Marega, vous craignez pour le 14 juillet? Oui, on en a parlé même hier. On craint un peu le 14 juillet, mais bon. Là, depuis, on continue aussi à leur parler. Hein. On leur parle vous allez toujours. Vous allez prévenir les jeunes de ne pas faire, pardon, je vais dire une bêtise, pas faire de conneries, quoi. Oui. Ça, oui, on est dessus depuis. Bon, espérons, mais attendons de voir. Mais là, franchement, depuis, on ne s'est pas arrêté. On ne s'est pas arrêté là, depuis on continue à leur parler, voilà, à leur expliquer. Ils vous entendent là? Ils vous entendent là, les jeunes? Oui, ils nous entendent. Maintenant, on ne peut pas savoir tout ce qui trame dans la tête des jeunes. Oui, bien sûr. Mais ils nous entendent quand même. Oui. Ils ont compris que détruire, ça ne servait à rien? Ils ont compris que détruire, ça ne servait à rien. On leur a demandé aussi de se ressaisir parce que, comme je vous disais tout à l'heure, on comprend. Mais tout se retourne contre les habitants. Mais oui. Voilà. Et moi, je pense que maintenant, il faut qu'on essaie de trouver des solutions. C'est mieux. Oui. Parce que là, moi, je pense qu'il va falloir aussi... La solution doit venir des citoyens. Oui, la solution. Quelle solution, selon vous, Binetta? Repenser les politiques publiques, sur l'importance des espaces de dialogue et de la citoyenneté, de la participation citoyenne. Oui. Voilà, parce que qui vote les maires, c'est nous. Ce sont les habitants qui votons pour les maires. Mais bien sûr. Mais s'il s'agit de prendre des décisions, on est en dehors de tout ça. Voilà. Donc ça, moi, je trouve ça anormal. Une meilleure participation des citoyens. Oui, une meilleure participation des citoyens à la vie de la cité, quoi. Voilà, d'être acteurs des politiques publiques aussi, c'est tout à fait normal. Oui. Voilà.
Moi, je pense que si on fait ça, et tout le monde, c'est normal, tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Oui. Voilà, parce que ce sont nos enfants, donc c'est pas l'État qui va éduquer nos enfants. Bineta Mbengue Marega, c'est aussi aux adultes, aux habitants, de réinvestir l'espace public. Vous comprenez? Parce que bon, et tout ce qui est trafic, de stupéfiants, Bineta, comment ça se passe? Tout ce qui est trafic, ça, bon, moi en tant que maire, je peux pas le savoir parce que je le vois pas. Je peux voir les jeunes qui sont dans chaque coin de rue, mais à chaque fois ils nous disent, mais nous on n'a pas d'espace où nous poser, où dialoguer, où discuter. Si la police passe, après c'est quoi? Dispersez-vous, contrôle, et après ça dégénère. Effectivement, les jeunes ils vont aller où? Entre les quatre murs quand même. Et ici il y a des familles, vraiment des familles nombreuses. Donc, ils sont dehors, d'accord, mais il faut créer des espaces aussi où ils peuvent se poser, discuter, Bineta, dialoguer. Est-ce qu'il y a une haine de la police, une véritable haine de la police? Bon, parce qu'à un moment donné, on se disait que est-ce qu'ils ne voulaient pas en découdre parce qu'on ne comprenait plus rien, tellement que ça nous a dépassé, quoi. Oui. Voilà, on se disait, mais c'est quoi? Peut-être c'est entre la police et les jeunes, ou qu'est-ce qui se passe réellement? Mais nous, les 2 premiers jours, on n'avait pas vu de police pourtant. Ça brûlait, ça cassait, ça faisait tout, mais on n'avait pas vu de police. On a vu les sapeurs-pompiers, mais vers la fin. Voilà, pendant que tout était vraiment cramé, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc, à un moment donné, quand ça ne va pas, elle est où la police, quoi? Oui, vous espérez. Il faut rétablir l'ordre. Hein. Il faut rétablir l'ordre, d'accord, mais aussi il y a une façon de rétablir l'ordre. Il ne faut pas qu'il y ait trop de violence. Bon, dans tous les cas, votre slogan Stop aux casses, c'est un slogan qui a calmé, et vos interventions ont calmé les choses. J'espère que dans tous les quartiers, on suivra votre exemple, Bineta. Espérons. Mais non, c'est vrai, pour prévenir les violences inutiles, je dis bien inutiles. Hein. Oui, vraiment. Les destructions totalement inutiles. Ah oui, inutiles. Merci Bineta. C'est moi qui vous remercie. Vraiment merci. Hein. Merci madame. Allez, au revoir. Au revoir madame, 10h56, vous êtes sur Sud Radio. Témoignage. Hein. Bon, c'est un témoignage. Vous réagissez, vous nous dites, nous allons parler d'autre chose, oui et non. Entre 11h et midi, oui et non, pourquoi? Parce que il y a eu, vous savez, la volonté d'organiser une marche. C'est le collectif La Vérité pour Adama Traoré qui voulait organiser cette marche. Manifestation interdite, samedi à Paris, mais malgré l'interdiction, des élus, notamment LFI, oui, que des élus LFI d'ailleurs, Mathilde Panot et d'autres ont participé à la manifestation interdite. Doivent-ils être sanctionnés? Est-ce leur place? Est-ce la place d'élus d'aller dans des manifestations interdites? D'autant plus que dans ces manifestations, on criait sans cesse, tout le monde déteste la police. Alors, nous allons voir jusqu'où va aller LFI, la France Insoumise. S'égare-t-elle? Ils sont sortis du champ républicain, dit Elisabeth Borne. Qu'en pensez-vous? On en parle. Débat entre 11h et midi sur l'antenne de Sud Radio, 10h57.